France. À quelques semaines du lancement de la COP26, l'espace Mendès France a décidé de travailler sur la transition énergétique et plus particulièrement l'hydrogène. Donc il y a 2 conférences qui ont été programmées et une exposition qui est en préparation, qui sera présentée prochainement, donc en décembre, janvier 2023, sur le thème de l'hydrogène et de l'énergie plus largement. Pour cette première conférence sur la place de l'hydrogène dans la transition énergétique, j'ai le plaisir d'accueillir Christophe Coutenceau, qui est professeur à l'Université de Poitiers, à l'Institut de chimie de milieux et des matériaux de Poitiers, IC2MP, voilà. Et il va nous parler, voilà. Et pour la deuxième conférence qui aura lieu le 30 novembre, ce sera sur l'hydrogène, production et usage. Je lui laisse tout de suite la parole. Bon, je vais parler dans le micro, puisque ça enregistre. Donc merci pour cette présentation, très très gentille. Donc oui, je suis bien professeur à l'Université de Poitiers et je travaille donc au sein de l'IC2MP. Mais j'ai d'autres aussi activités, et notamment il existe au niveau du CNRS une fédération hydrogène qui a été créée, dont le lancement a eu lieu au mois de janvier l'an dernier. Et donc c'est une fédération qui regroupe 40 laboratoires du CNRS qui travaillent sur les technologies de l'hydrogène. Et dans cette fédération, eh bien, je suis co-responsable avec une collègue de Nantes de ce qu'on appelle l'application stationnaire de l'hydrogène. Et aussi, il y a au CNRS une cellule énergie qui a été créée pour essayer de coordonner toutes les actions qui sont autour de recherche autour de l'énergie au CNRS et d'une manière, on va dire, holistique, c'est-à-dire en prenant en compte tous les aspects, qu'ils soient technologiques, techniques, scientifiques, mais aussi les aspects SHS, etc., pour essayer d'avoir la vision la plus large possible. Donc voilà, pour me présenter. Donc, je vais vous parler de la place de l'hydrogène dans la transition énergétique. Alors, voilà, ça marche. Alors déjà, première chose, la transition énergétique, en fait, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est-à-dire que si on regarde au fil du temps, voilà ce qui se passe. Il y a plein de méthodes de production d'énergie qui ont été développées. Et en fait, il n'y a jamais eu une méthode qui a remplacé l'autre. Tout ce qui s'est toujours passé, c'est qu'il y a des méthodes qui ont été superposées à d'autres. La raison est bien simple, c'est qu'en même temps qu'on développe des méthodes de production d'énergie, eh bien, la consommation d'énergie, elle augmente. Donc jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de transition énergétique. Donc, ce petit graphe montre bien ce qui s'est passé. Et puis ce qu'on voit, jusqu'à de nos jours, les sources d'énergie principales, ce sont des sources fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et puis les autres commencent un petit peu à rentrer dans le paysage, mais de manière à des vitesses relativement faibles. Et puis, si on va plus loin, alors excusez-moi, je ne sais pas dans quel sens, voilà. Si on regarde les travaux qui ont été faits par l'Agence internationale de l'énergie, donc qui dépend de l'OCDE, sur comment est-ce que les choses pourraient se passer, eh bien, on s'aperçoit que les capacités installées de génération d'énergie, par différentes sources, comme je le disais tout à l'heure, qu'elles soient fossiles ou renouvelables, dans les scénarios politiques tels qu'ils sont, ils ont été déclinés dans les différents pays de la planète, vous pouvez remarquer que, c'est vrai, on va augmenter certainement le solaire photovoltaïque et puis un petit peu tout ce qui va être éolien, mais ce qui va rester très important, c'est le gaz, qui augmente aussi tout le temps, du gaz naturel, et puis le charbon aussi, qui va, d'après ces projections, stagner. Autant dire qu'on n'est pas prêt d'arriver au fameux 1,5 ou 2 degrés à la fin du siècle si on suit ces trajectoires-là. Et pourtant, c'est celles qui sont prévues par l'IAE. Donc c'est quelque chose d'assez, sur lequel il faut, à mon avis, commencer à réfléchir fortement. Alors par contre, il se trouve qu'en Europe, malgré tout, il y a des actions qui sont menées pour essayer d'inverser ces courbes-là. Et notamment, il y a ce qu'on appelle le Green Deal, qui a été mis en place par l'Union européenne il y a maintenant 2 ans, et qui s'est traduit par le développement des plans de relance dans les différents pays de l'Union européenne, et notamment en France, au travers du plan de relance français. Et sur le plan de relance français, eh bien, il y a un certain nombre d'argent, 7 milliards d'euros, 7,2 exactement, qui a été
d'investissement qui est proposé pour le développement de la filière hydrogène. Et l'objectif du Green Deal et du plan de relance en France, il est très ambitieux, hein, puisqu'il est d'atteindre la neutralité carbone en 2050. C'est-à-dire qu'en 2050, zéro émission carbone dans l'atmosphère, en plus de ce qui existe déjà. Et 2050, c'est demain, hein, c'est vraiment dans un temps très très court. Mais l'objectif est très ambitieux, et donc on va voir comment est-ce qu'on va pouvoir mettre ça en place. Alors justement, ces objectifs, pour les mettre en place, en France, eh bien, il y a plusieurs systèmes qui ont été élaborés. Il y a la programmation pluriannuelle de l'énergie, hein, le PPE, enfin c'est une loi, donc c'est la LPPE exactement. Et dans cette programmation pluriannuelle de l'énergie, vous avez le plan climat et vous avez deux autres aspects qui sont la stratégie nationale bas carbone, comment est-ce qu'on peut développer des technologies qui nécessitent le moins de carbone possible. Et puis, tout ça, ça doit être décliné dans la stratégie nationale de la recherche scientifique. Alors voilà, en gros, la feuille de route qui est proposée en France. D'ici à 2030, il faudrait pouvoir réduire la consommation d'énergie de 17%. Alors, pour réduire cette consommation d'énergie d'au moins 17%, il y a deux moyens. Le premier moyen, et on en parle beaucoup actuellement, c'est tout ce qui touche la rénovation des bâtiments et leur isolation. Mais le deuxième moyen, c'est aussi la sobriété. Essayer d'en consommer soi-même moins. Alors ça, c'est pas facile, d'accord ? Les gens ont du mal à adhérer à cette idée-là, et pourtant, je pense qu'un jour, il faudra bien y arriver. Ensuite, en 2030, l'objectif, toujours en 2030, c'est baisser l'utilisation des énergies fossiles de 40%. Et donc ça suppose nécessairement le développement de ce qu'on appelle les ENR, énergies nouvelles renouvelables, donc de type, on va en parler tout à l'heure, éolien ou solaire. 2035, c'est baisser la proportion d'énergie nucléaire à 50%. Enfin, ça, c'est ce qui était prévu l'an dernier, en 2020. Vous avez entendu les déclarations récentes de notre président. On ne va pas suivre vraiment ce chemin. C'est en discussion, on va voir ce que ça va donner. Mais à l'origine, c'était l'objectif. Alors, comme actuellement, c'est à peu près 70%, ça veut dire que remplacer cette énergie nucléaire, on revient encore une fois sur les énergies renouvelables, nécessairement. Il n'y a pas d'autre choix. Et puis en 2050, neutralité carbone, c'est-à-dire que là, peu d'émissions carbone, donc utilisation de ce type d'énergie-là avant, ou alors utilisation toujours d'énergie fossile, mais avec des techniques de capture du CO2, du dioxyde de carbone, et de son stockage, et notamment de son stockage souterrain. Donc voici la feuille de route, en gros, hein, qui a été proposée par le gouvernement pour atteindre cette neutralité carbone. Alors au niveau du CNRS, parce que pour faire tout ça, il faut de la recherche, et puis il se trouve que moi je suis un chercheur, donc mon travail c'est de développer des technologies ou des moyens, ou de proposer des solutions ou des idées qui permettraient d'être, qui pourront être ensuite ou pas d'ailleurs, hein, en fonction des choix politiques et des choix économiques, développés pour pouvoir arriver à ces objectifs-là. Donc, comme je vous l'ai dit, le CNRS, pour pouvoir répondre à ces objectifs, a mis en place cette cellule énergie, à laquelle j'appartiens maintenant, et puis a mis en place aussi un défi qu'on appelle COP, pour contrat d'objectifs et de programmation, qui est axé sur la transition énergétique et le changement climatique. Et d'ailleurs, il y a eu maintenant un amendement supplémentaire vers la transition écologique qui, en fait, prend en compte tous ces aspects-là. Hein, puisque, évidemment, on pourra toujours en discuter à la fin, mais il y a aussi les aspects de biodiversité, etc., qui peuvent rentrer en ligne de compte. Et ce qu'on oublie souvent, d'ailleurs. Et puis tout ça, donc ces défis-là, ils sont transcrits au sein de ce qu'on appelle des PEPR. C'est juste pour vous expliquer hein, la structure, qui veut dire programme et équipement prioritaire de recherche. Donc ici, c'est là où les fameux 7,2 milliards d'euros dont je vous parlais tout à l'heure pour l'hydrogène sont mis. Et puis pour la recherche, on ne touche en fait, nous, que 1% de cette somme-là, le reste étant pour les industriels et les collectivités locales pour le déploiement de ces systèmes hydrogène. Alors pourquoi tout ça ? Il suffit de regarder ce que émettent en termes de CO2 ou dioxyde de carbone les différents types d'énergie par kilowattheure électrique qui vont être produits. D'accord ? Eh bien, si on regarde le charbon, les centrales à charbon,
par exemple, eh bien, émettent presque 1 kg de CO2 par kilowattheure. Si on mélange du charbon avec la biomasse, on baisse un petit peu, mais bon, ça reste quand même élevé. Si on fait des cycles avec du gaz naturel, qu'on appelle des cycles combinés, c'est-à-dire où on va à la fois utiliser la chaleur de combustion du gaz naturel pour faire tourner une turbine, et ensuite récupérer cette chaleur derrière pour pouvoir faire de la vapeur d'eau et refaire tourner une deuxième turbine, donc on augmente les rendements en faisant ce genre de système, mais on reste quand même à 1,5 kg par kilowattheure. Avec la biomasse tout seul, puisqu'il faut la former, il faut la fabriquer, la biomasse, c'est la biomasse issue de l'agriculture typiquement, ou des réserves forestières. Bon, il y a tout le travail qui se fait autour, qui utilise des véhicules, etc. Donc on descend, mais on reste assez élevé. Et puis vous pouvez regarder, voir ici que les systèmes qui permettent d'émettre le moins de CO2 possible, c'est tout ce qui touche les panneaux solaires, qu'ils soient à grande échelle ou sur toit, la géothermie, les énergies solaires concentrées, ça c'est du solaire thermique, comme par exemple ce qui se fait à Font-Romeu, le four solaire, les énergies, l'hydroélectricité, l'éolienne en mer, le nucléaire et l'éolienne terrestre. Donc typiquement, ça va être vers ce type d'énergie-là qu'il va falloir aller pour pouvoir essayer de diminuer cette empreinte carbone sur notre système, notre environnement. Alors justement, je parlais, puisque c'est mon travail, d'être chercheur au CNRS, enfin pas à l'Université de Poitiers, mais aussi, puisque c'est une UMR, c'est une unité mixte de recherche, donc c'est l'Université CNRS. Eh bien, voilà les grandes lignes de recherche qui ont été mises en place depuis quelques années. Et vous voyez que c'est vraiment orienté vers ces énergies-là qui produisent le moins de CO2, donc biomasse, géothermie, nucléaire, solaire, énergie marine et éolienne. Évidemment, quand on travaille sur les sources d'énergie, il faut aussi réfléchir sur les usages, très important les usages, parce que là aussi, il y a des moyens de gagner sur le bilan carbone. Donc tout ce qui va être le transport des énergies, l'utilisation dans les bâtiments, je parlais tout à l'heure par exemple de l'isolation, mais il y a d'autres moyens de faire. Il y a les bâtiments dits à énergie positive, qui sont capables de produire plus d'énergie qu'ils n'en consomment, etc., à travailler. Et puis l'industrie, évidemment, l'industrie qui est très consommateur d'énergie et d'énergie fossile, et donc qu'il faut décarboner si on veut arriver à un bilan carbone acceptable d'ici quelques années. Et puis il y a tous les aspects de transversalité, c'est-à-dire tout ce qui va toucher, c'était lié, j'ai dit avant, sur les économies d'énergie, et les réseaux de distribution, c'est aussi important, puisque dès lors qu'on change un petit peu d'énergie primaire qu'on va utiliser, les réseaux vont changer aussi, donc il faut y travailler. Et puis le stockage de l'énergie, je reviendrai dessus parce que c'est quelque chose de très important. Et puis il y a un axe très transversal qui va traiter des aspects énergie, économie et société, acceptabilité. D'accord, c'est important. Est-ce que les gens sont prêts à accepter des éoliennes à côté de chez eux? On en discute beaucoup en ce moment. Et puis pour plein d'autres méthodes, ça va être la même chose. Donc il faut discuter de ça. Voire au-delà de l'acceptabilité, c'est la désirabilité. Les gens qui sont acteurs et qui demandent à ce que tel type de source ou de production d'énergie soit développé pas loin de chez eux pour pouvoir être acteurs vraiment de ce domaine-là. Donc ce sont vraiment des thématiques très importantes au niveau du CNRS. Et d'ailleurs, ça regroupe 250 laboratoires sur le territoire, plus de 4500 chercheurs et une cinquantaine de fédérations ou de groupements de recherche pour pouvoir échanger les idées et puis émettre ensuite des solutions à partir de tous ces domaines-là, ou sur toutes ces thématiques-là. Alors, un aspect important sur lequel je vais surtout m'arrêter, c'est puisque c'est ceux qui en ce moment sont les plus développés, notamment en France, hors nucléaire, mais ça, on verra plus tard peut-être, c'est les aspects solaires, fermes solaires par exemple, ou même les solaires sur toit, et tout ce qui est énergie marine et éolienne, qui est en pleine discussion. Vous savez qu'en France, par exemple, il existe 5000 éoliennes offshore en Europe, 0 en France. Donc c'est quelque chose qui est assez étonnant, alors qu'on a un pays qui a, dans les pays européens, le plus grand littoral en termes de nombre de kilomètres. Donc c'est quelque chose d'étonnant. Donc voilà, c'est des choses à discuter aussi. Donc voilà, surtout qu'on sait que... Alors les objectifs pour l'éolien offshore, justement, c'est-à-dire offshore en mer, sont assez élevés d'ici 2028. C'est 5,2 à 6,2 gigawatts d'électricité d'ici 2028. Alors, juste pour vous donner une idée,
1 gigawatt, c'est à peu près une tranche nucléaire, en équivalent. Et puis pour l'éolien terrestre, ce serait de 30 à 35 gigawatts d'ici 2028 aussi. Donc tout ça va dépendre, comme je le disais tout à l'heure, de la façon dont les citoyens vont accepter ou pas ces technologies-là. Alors, si on développe ce type d'énergie, voilà ce qui va se produire. Alors ça, c'est des chiffres que j'ai pris. Ça n'a pas changé beaucoup, hein, parce que c'est facile à trouver. Ceux-là, en Allemagne, ils communiquent beaucoup là-dessus. Juste pour montrer le problème que pose l'utilisation de ces systèmes de production d'énergie. Vous avez ici en bleu la production par éolien et puis en jaune par cellules photovoltaïques. Alors ce qu'on voit, c'est que quand on combine les deux, on arrive à avoir une production assez constante d'énergie. D'accord ? Sur une année, puisque là, ça a été fait sur une année. Le problème, c'est qu'on ne consomme pas toujours la même quantité d'énergie sur l'année. Il y a des moments où on en consomme beaucoup moins, notamment plutôt vers l'été. Et puis il y a des moments où on en a besoin beaucoup plus, et notamment sur les mois d'hiver. Et donc ce problème-là, il va falloir le gérer. C'est-à-dire que ce qui est produit ici, qu'est-ce qu'on en fait? Alors en général, ce qu'on fait, c'est qu'on arrête les éoliennes ou on arrête les cellules photovoltaïques. Puis après on dit, ah ouais, ça n'a pas de sens parce qu'en fait elles ont que 20% de rendement. Bah ouais, parce qu'on ne sait pas quoi faire de l'énergie électrique qui a été formée. Il faut trouver des moyens de stockage de cette énergie-là si on veut pouvoir l'utiliser au moment où on en a besoin. Et ça, c'est toute la question en ce moment. Sur la transition énergétique, c'est une vraie question. Donc déjà, il y a ce problème-là au niveau annuel qui se pose. Mais si on regarde un petit peu plus finement, même au niveau de la journée, ce problème-là aussi d'intermittence des énergies renouvelables, il se pose. Ici, vous avez un graphe qui montre, là, en rouge, c'est les systèmes classiques de production d'énergie. Alors, comme c'est en Allemagne et qu'il n'y a plus de nucléaire, ça va être surtout des centrales à charbon ou des choses comme ça, de l'hydraulique, etc. Et puis après, vous voyez, sur la journée, alors c'est sur 2 jours ici, hein, le vent, ça varie. Donc il ne produit pas tout le temps pareil. Et puis évidemment, le soleil, il va produire dans la journée, puis pas la nuit, puis il reproduit dans la journée, et pas la nuit. Donc on a en plus ce problème d'intermittence à gérer au niveau des temps courts. Donc pareil, la solution ici, c'est pas de se dire je vais arrêter mes cellules photovoltaïques ici parce que de toute façon elles ne me servent à rien, elles produisent alors que j'ai pas besoin d'électricité, c'est de pouvoir stocker, encore une fois, cette énergie électrique sous une forme ou sous une autre. D'accord ? Et tout ça, c'est vraiment des problèmes très importants lorsqu'on parle de transition énergétique. Donc juste pour résumer cette partie-là, les énergies éoliennes et photovoltaïques, par essence, elles sont intermittentes. Il ne fait pas jour tout le temps, d'accord ? Puis le vent, il ne souffle pas tout le temps. D'accord ? Elles ne sont prévisibles que dans la limite des prévisions météorologiques. Et puis, il y a des fois, je me demande si elles ne sont pas au jour le jour ou à l'heure, ces prévisions météorologiques. Donc difficilement prévisibles. Et elles ne sont pas stockables sous leur forme primaire. On ne peut pas stocker du soleil comme ça, ou stocker du vent comme ça, ou même stocker l'électricité qui sort comme ça de manière simple. D'accord ? Donc il faut trouver un moyen justement pour stocker cette énergie-là et l'utiliser quand on en a besoin. Donc un bon moyen, c'est stocker cette énergie-là sous forme d'énergie chimique, c'est-à-dire transformer l'électricité en un composé chimique qu'on peut garder dans un réservoir et puis l'utiliser quand on a besoin. À court terme, sur le temps de la journée et de la semaine, un bon moyen de faire, c'est d'utiliser des batteries. Les batteries sont tout à fait adaptées à ce genre de choses, d'accord ? Lithium, ce que vous voulez. Mais court terme. Pourquoi court terme ? C'est parce qu'un des problèmes des batteries, c'est ce qu'on appelle l'autodécharge. C'est quand on les garde trop longtemps à un endroit sans qu'elles fonctionnent, eh bien, au fur et à mesure du temps, eh bien, elles vont perdre leur énergie électrique qu'elles vont dissiper comme ça dans l'environnement. Et donc, ça veut dire qu'on a stocké quelque chose et au bout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois, il n'y a plus rien dedans. Donc, on a stocké et ça ne sert à rien. Par contre, sur le long terme, eh bien, c'est le stockage sous forme d'hydrogène qui est très intéressant parce que là, on peut stocker l'hydrogène sur l'année, des années. Il n'y a pas de problème. Tout ça fonctionne très, très, très bien. Et donc, c'est pour ça que l'hydrogène peut avoir un rôle important dans cette optique de transition énergétique. Alors juste, il y a plein de gens qui doivent savoir, mais j'aime bien rappeler quand même ce que c'est que l'hydrogène, savoir comment ça marche, tout ça. L'hydrogène, c'est le plus simple des éléments qui existent dans l'univers. Au milieu, on va dire pour simplifier, c'est vraiment simplifié,
une représentation planétaire, on va dire, hein, de l'hydrogène. Vous avez ce qu'on appelle un proton, une particule élémentaire, qui est chargée plus, puis autour, vous avez un électron, une autre particule élémentaire, chargée moins, qui gravite autour. Tout simple. Il n'y a pas plus simple que ça dans l'univers. Comme c'est l'élément le plus simple, eh ben, c'est le plus abondant, bien évidemment. Le plus abondant, il représente 75% en masse de notre univers. Bon, nonobstant peut-être la masse sombre, hein, on ne connaît pas trop ce que c'est et combien il y en a, et à peu près 92% en nombre d'atomes, donc c'est énorme. Puis c'est le combustible de notre Soleil, hein, l'hydrogène, le premier. Donc c'est quelque chose qui a vraiment très très grande quantité. Bon, par contre, l'hydrogène comme ça, juste élémentaire, on va le trouver que dans le vide, hein, c'est-à-dire dans l'espace, où il y a des pressions très très faibles, etc. Si on est sur Terre, si on doit trouver de l'hydrogène, il ne sera jamais tout seul comme ça, il sera combiné. Alors combiné à lui-même, par exemple, ça c'est souvent, et c'est d'ailleurs cette molécule d'hydrogène qui nous intéresse, nous. C'est parce que l'objectif, c'est de la casser pour récupérer l'énergie qu'il y a dedans. Ce n'est pas l'élément, c'est la molécule. Donc c'est une représentation de ces molécules avec des petits logiciels qu'on a en chimie, juste pour faire joli. Alors, pourquoi l'hydrogène? On peut se poser la question, on parle d'hydrogène, mais pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est une molécule qui est super intéressante sur Terre. Sur Terre, on est dans un environnement où, autour de nous, c'est 80% d'azote, 20% d'oxygène, puis en fait, ce n'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a aussi plein d'autres gaz, mais il y a aussi de la vapeur d'eau. Ça s'appelle un environnement très oxydant. C'est-à-dire que normalement, ce qu'on doit faire, c'est des choses qui vont récupérer cet oxygène et faire la rouille, par exemple, avec du fer. Du fer natif, ben non, vous allez le trouver sur la planète avec autour un composé oxydé qu'on appelle de la rouille. Voilà. D'accord? Parce que c'est l'atmosphère qui veut ça. Or, il se trouve que dans l'industrie, il y a plein de réactions qui nécessitent des composés dits réduits, donc des réactions de réduction, c'est-à-dire où on enlève justement l'oxygène qui est dedans. D'accord? Et donc, la molécule d'hydrogène, elle est très très bien pour faire ça. Donc, c'est une molécule qui est utilisée dans plein de choses. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai des valeurs qui apparaissent ici. Bon, bref. Donc, par exemple, qui va être utilisée pour justement, à partir de l'azote de l'air, fabriquer de l'ammoniac. L'ammoniac, c'est à peu près 50% de la consommation d'hydrogène sur la planète. Alors pourquoi de l'ammoniac? Parce que l'ammoniac, c'est le composé principal pour fabriquer des engrais. Or, maintenant, on ne sait plus faire pousser des plantes sans mettre quoi que ce soit, des intrants dans la terre, donc il nous faut des engrais. D'accord? Donc l'hydrogène, beaucoup pour les engrais. Ici, c'est une trentaine de pourcents, c'est pour tout ce qui est réaction de pétrochimie, pour raffiner le pétrole, le craquer pour arriver à nos essences, etc., qu'on utilise après dans nos voitures thermiques. Ici, c'est une vingtaine de pourcents pour fabriquer un composé qui s'appelle le méthanol, qui sert d'élément de base de la chimie de synthèse, hein, pour après faire derrière d'autres réactions, etc. Et puis, vous avez, alors c'est dommage que les valeurs n'apparaissent pas, bon, tant pis. Le 1 ici, là, c'est, donc il représente, je crois que c'est 7%, tout ce qui est métallurgie, puisque quand vous faites de la métallurgie, vous prenez des minerais de fer, par exemple, ou d'aluminium, la bauxite, ce sont des minerais dits oxydés, hein, Al2O3, 3 oxygènes sur l'aluminium. Je me suis trompé? Et donc, si vous voulez avoir de l'aluminium métal, eh bien, vous allez mettre plein d'hydrogène dessus pour enlever l'oxygène et faire de l'eau, et puis récupérer l'aluminium métal. Donc en métallurgie, ça en consomme aussi pas mal, la chimie des polymères, puis il y a d'autres, toute une série d'autres choses qui en consomment, les semi-conducteurs, les verres, les refroidissements de générateurs électriques, parce que l'hydrogène liquide, c'est à une température très très basse, hein, c'est 21 Kelvin, c'est moins 253 degrés Celsius, donc ça permet de refroidir plein de choses. Et puis quand on regarde pour la mobilité, par exemple, spatiale et terrestre, c'est à peu près 1% d'utilisation de l'hydrogène. Alors c'est important parce que la mobilité spatiale, c'est un des premiers endroits où on a utilisé l'hydrogène vraiment pour la mobilité. Les lanceurs de fusées utilisent de l'hydrogène, mais pas seulement. Les programmes, par exemple Gemini, Apollo et même la navette spatiale
utiliser ce qu'on appelle des piles à combustible à hydrogène pour fournir l'énergie électrique dans les capsules, hein, pour alimenter tout le système de fonctionnement des endroits habités. Et puis accessoirement pour fournir de l'eau pour certaines utilités. Alors l'hydrogène pour l'énergie, pourquoi c'est intéressant? C'est que si on regarde par exemple, j'ai une molécule d'hydrogène, je la fais réagir avec de l'oxygène, de l'air hein, par exemple. Quand je fais ça, je vais dégager de l'énergie. D'accord? Et puis le produit de réaction, c'est-à-dire le seul rejet que je vais avoir quand je vais dégager cette énergie, c'est de l'eau, molécule d'eau. Donc quelque chose qui a priori n'est pas polluant. Si je regarde ce qui se passe avec les hydrocarbures classiques, là j'ai pris juste le cas du méthane, hein, donc, qui contient 1 carbone, 4 hydrogènes ici, hein, molécule la plus simple, et je le fais réagir avec de l'oxygène aussi, je vais obtenir de l'énergie aussi, tout à fait, mais je vais produire en même temps que de l'eau du dioxyde de carbone, gaz à effet de serre. D'accord ? Donc déjà, je vois pourquoi l'hydrogène a un intérêt, au moins à ce niveau-là. Et puis si je regarde en plus, un petit peu plus en détail, la quantité d'énergie que je peux récupérer par, ici exprimé par kilogramme de combustible, hein, en kilowattheure, eh bien si j'utilise de l'hydrogène, c'est 33 kWh par kilogramme. Si j'utilise le gaz naturel, donc le méthane, CH4, c'est 16. Donc l'hydrogène a 2 fois plus de densité d'énergie, ce qui est intéressant aussi. Et puis si je regarde par rapport à l'essence qu'on brûle bêtement dans nos moteurs, c'est un rapport 3. D'accord ? Donc l'hydrogène a un gros intérêt aussi d'un point de vue énergétique. Au-delà de l'intérêt industriel, il y a l'intérêt énergétique aussi qui est présent. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier parce que c'est ce qui fait que c'est une molécule qui est appelée à avoir un rôle très important dans l'avenir. Alors par contre, voilà, le problème de l'hydrogène, c'est que cette molécule H2, sous forme native, naturelle, enfin moi, depuis très longtemps, depuis que j'ai commencé mes études, on m'a toujours dit, oula, l'hydrogène H2, ça n'existe pas sur Terre, c'est pas possible, d'accord ? C'est toujours combiné avec autre chose. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Depuis quelques années, on s'est aperçu qu'il y avait des sources d'hydrogène natif. Alors on pourra en parler à la fin si vous voulez. Je ne fais pas mon discours dessus, mais je vous le dis quand même. Des endroits où il y avait de l'hydrogène naturel qui sortait de la Terre. Donc, bon, la question qui se pose encore actuellement, c'est est-ce que c'est seulement une curiosité géologique ou est-ce que c'est une vraie source importante de ce gaz-là qui pourrait être exploité? On ne sait pas encore trop, mais il se trouve qu'il y a des endroits où c'est le cas. Notamment, il y a un village au Mali, dont le nom, j'arrive jamais à le prononcer. Bref, c'est un village où, depuis longtemps, très longtemps, les habitants à côté utilisent l'hydrogène comme combustible pour chauffer, pour faire la cuisine ou quoi que ce soit. Et puis, depuis 2011, il y a une société, Hydroma, qui exploite cet endroit-là, où il y a de l'hydrogène natif qui sort. Et en fait, tout le monde pensait que ils vont l'exploiter pendant 5-6 ans, puis après, il n'y en aura plus, et puis voilà, ce sera fini. Tout le monde pensait que c'était juste une poche comme ça. Eh bien, ça fait maintenant 10 ans que c'est exploité, et quand on regarde les capteurs qui ont été mis autour de pression, la pression d'hydrogène ne diminue pas. Ce qui veut dire que l'hydrogène se forme continuellement. On en retire, il y en a d'autres qui se forment. Donc, ça veut dire qu'a priori, c'est possible d'avoir de l'hydrogène natif. Donc, c'est encore à l'état de recherche au niveau mondial, hein, ces histoires-là, hein, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Dans les Pyrénées, la même chose se produit. Il existe des gisements d'hydrogène natif dans les Pyrénées. Le problème qu'ils ont pour l'exploiter, alors il y a une équipe à Pau qui travaille dessus, à l'université de Pau, c'est que l'hydrogène peut se former dans les Pyrénées, mais suivre les infructuosités de la roche et puis ressortir dans les Landes. Donc quand c'est comme ça, pour l'exploiter, c'est pas facile, quoi. Mais il y aurait peut-être un gisement. Bref, le plus souvent, cet hydrogène, il est plutôt combiné avec d'autres atomes. Le carbone, c'est les hydrocarbures, hein. C'est ce qu'on utilise dans nos moteurs. Avec l'eau, H2O, tout le monde connaît cette formule-là, deux atomes d'hydrogène, un atome d'oxygène.
Et puis, ben, avec les deux, le carbone et puis l'oxygène, lorsqu'on travaille avec de la biomasse, ce sont décomposés avec donc, un certain nombre d'atomes de carbone, de l'hydrogène et de l'oxygène. Ça veut dire que si on veut vraiment obtenir de l'hydrogène, ben, il faut le produire à partir de ces composés-là. Et le produire, ben, ça veut dire qu'il va falloir qu'on mette en place un système, et un système qui sera aussi coûteux en énergie, nécessairement. D'accord ? Puisqu'il va falloir le retirer de ces molécules-là. Alors, comment est-ce qu'on le produit, l'hydrogène actuellement ? Actuellement, hein. Bah, si on regarde, à peu près 50% de l'hydrogène qui est produit sur la planète, c'est ce qu'on appelle du vaporeformage du méthane. Bon, c'est une technique hein, où à haute température, 1000 degrés, on envoie de la vapeur d'eau sur le méthane, on casse le méthane et puis on récupère de l'hydrogène et puis plein d'autres saloperies à côté, mais au moins de l'hydrogène aussi. Donc voilà, méthane, oxydation partielle du pétrole ou gazéification du charbon. Autant dire, tout ça, c'est des ressources fossiles. Donc si on utilise ces ressources-là pour faire de l'hydrogène, on dégage, on le verra après, je vous donnerai des chiffres, du CO2 dans l'atmosphère. Donc ce n'est pas du bon hydrogène, je reviendrai dessus. Et puis là, il y a un petit peu, là, 4% à peu près actuellement, qui provient d'électrolyse de l'eau. Bon, ça veut dire que bon, 4% c'est déjà bien, on espère que ça va augmenter, on verra comment ça va se passer. Mais typiquement, vous voyez, hein, les méthodes sont plutôt des méthodes pas très propres. Bah justement, c'est un petit résumé que je voulais vous faire ici. Quelles sont les sources possibles d'hydrogène, si on nommait l'hydrogène natif, puisque je vous dis que ça, on ne sait pas encore trop. Donc, le gaz naturel, le fameux méthane. Ah, il a son pendant un peu plus vert, c'est le biogaz. Vous savez, le gaz qui provient des usines de méthanation à partir de déchets de l'agriculture, ou d'autres d'ailleurs, hein. Donc ça, on va voir. Et puis vous avez le pétrole et le charbon. Ah ben il y a son pendant aussi, c'est la biomasse. D'accord ? Les déchets de la biomasse. Vous faites pousser une plante, vous récoltez la plante, vous utilisez 5% de la plante, par exemple, pour l'alimentaire. C'est ce qui se passe, par exemple, avec du blé. Hein, on récupère que les grains. Hein. Puis tout le reste de la plante, la tige, les feuilles, tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on le brûle. Au mieux, on le brûle, on récupère l'énergie thermique qui en sort. Au pire, on le brûle tout simplement. Mais ça, là, cette partie-là, on pourrait en faire autre chose. Il y a plein de choses dedans. Plein de choses dedans, et notamment de l'hydrogène. Donc ça pourrait être intéressant aussi hein, de le récupérer d'ici. Et puis, comme on l'a vu, l'eau. Alors là, je vais vous parler, pourquoi je vous mets ça, c'est parce que vous expliquez ce qu'on appelle les couleurs de l'hydrogène. Et ça, on pourra en discuter aussi après. Si j'utilise du gaz naturel ou du pétrole et du charbon, par différentes techniques, ce sont des techniques d'ailleurs thermiques, hein, à haute température, tout ça c'est, on va dire, entre 800 et 1000 degrés. Je vais produire de l'hydrogène, mais je vais dégager du dioxyde de carbone. D'accord ? Donc, on appelle ça de l'hydrogène gris, parce que c'est un hydrogène qui n'est pas propre dans sa production. Si maintenant, je séquestre, et il y a beaucoup de recherches qui se font dessus, le CO2 qui sort et que j'arrive à le stocker en sous-sol, eh bien à ce moment-là, avec cette technique de séquestration, j'arrive à un hydrogène qu'on appelle bleu. Il n'est pas tout à fait propre parce qu'on part quand même de fossiles. Mais comme on ne dégage pas de CO2 ou moins, bon, on le décarbone un petit peu. Donc on va lui donner une autre couleur. Alors ça, c'est une autre question. Bien sûr que ça aura un impact sur les sols. Alors, un impact sur les sols, c'est par exemple, vous stockez du CO2 dans une roche basique. Qu'est-ce que va faire le CO2 ? Il va se former en carbonate. Lorsqu'il va se former en carbonate, il va prendre en volume. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Il va fracturer la roche. Oui, il y a ce genre de risque. Donc en fait, là où les recherches se font, c'est dans ce qu'on appelle les aquifères, qui sont plutôt des systèmes un petit peu acides, et qui contiennent de l'eau et tout ça pour dissoudre le CO2. Oui, vous avez raison, il y a beaucoup de recherches qui se font dessus. Évidemment, c'est une bonne question, parce que tout ça, tout ce dont je vous parle, ça a nécessairement des impacts derrière, hein, sur lesquels il faut réfléchir. Tout à fait. Alors si j'utilise le biogaz et puis la biomasse, là, hop, je peux utiliser les mêmes méthodes haute température de transformation, mais là, par contre, hop, hydrogène vert. Pourquoi hydrogène vert ? C'est parce que mon biogaz et ma biomasse, le carbone qui est contenu dedans et que je vais relarguer, parce que si je le fais, je vais aussi avoir
du CO2 qui va être relâché, mais il rentre dans le cycle du carbone. Ce n'est pas du surnuméraire dans l'atmosphère, puisque les plantes, pour pousser, ont consommé du CO2, d'accord ? Et puis je les utilise après pour produire l'hydrogène, je reforme du CO2, mais pour les faire repousser l'année d'après, elles vont réutiliser ce CO2-là. Donc en fait, on rentre dans le cycle et je ne rajoute pas de CO2 dans l'atmosphère. Donc là, c'est pour ça que je peux dire qu'il est vert. Et si en plus, intelligemment, même s'il y a des risques à regarder, je capte le CO2 et puis que je le stocke dans des aquifères ou dans le sous-sol, eh bien j'ai même un dégagement négatif de CO2, c'est-à-dire que je retire du CO2 de l'atmosphère. Donc c'est encore plus vert. D'accord ? Mais bon, il y a encore du boulot, hein, mais voilà, les idées sont là. Ensuite, vous avez l'eau. Alors l'eau, bon, l'eau c'est bien, il y en a plein, il y en a partout. Donc pour casser l'eau, il faut faire ce qu'on appelle de l'électrolyse. Il faut injecter de l'énergie électrique, casser la molécule d'eau, récupérer de l'hydrogène d'un côté et puis de l'oxygène de l'autre. Alors cette énergie électrique, ben, tout va dépendre d'où elle provient. Si encore une fois c'est de l'énergie électrique carbonée, c'est-à-dire qui provient de centrales à charbon, ben, l'hydrogène que vous formez, nécessairement, il va être gris. Bleu si on récupère le CO2 encore une fois. Mais bref, hein, c'est la petite flèche ici, là, toc, on revient ici. Alors, on peut aussi utiliser l'énergie nucléaire. Mais à ce moment-là, l'hydrogène, ben, on l'appelle jaune. Parce que malgré tout, l'énergie nucléaire, le problème que ça pose, c'est que le combustible, il est aussi fossile. L'uranium, c'est en quantité limitée. Et puis, sans parler de tous les problèmes de sécurité que ça peut poser. Mais rien que là-dessus. D'accord ? Alors, en février dernier, je vous le dis, hein, alors ça c'est ma position à moi, mais je m'autorise ce droit-là, il y a eu un décret qui a été sorti par le gouvernement français en disant non, 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 arrêtez, l'hydrogène n'a pas de couleur. Il ne faut pas dire que l'hydrogène a des couleurs. La raison est bien simple, hein. Vous avez un fort lobby nucléaire en France, ça c'est connu hein, depuis très longtemps, c'est qu'en Europe, on ne veut pas entendre dans le plan de relance européen, il est hors de question que l'hydrogène produit soit produit par de l'énergie nucléaire. À Bruxelles, ce qu'ils veulent, c'est de l'énergie verte, green energy. Et ça ne suppose que de la production à l'aide d'énergie renouvelable. En France, on veut absolument faire passer l'idée d'hydrogène décarboné. Et donc, à ce moment-là, on fait rentrer dedans le nucléaire. Sauf que les Européens ne considèrent pas que le nucléaire soit une énergie verte. Et tout le problème, il est là. Il est purement politique. Hein. Et c'est pour ça qu'en France, ils ont sorti ce décret. Mais moi, je continue à donner ces couleurs-là parce que je pense qu'il faut faire cette différence si on veut bien comprendre les choses. Et puis, si on utilise justement les énergies renouvelables de type éolien, solaire, etc., là, on revient vers l'hydrogène vert. D'accord ? Donc, on voit qu'en fait, il y a des solutions pour le faire, mais il faut changer de paradigme, tout simplement. Alors, juste pour revenir sur le plan de relance français à partir de tout ça, eh bien, la stratégie hydrogène en France, à vision 2030, il y en a une à plus long terme, mais pour l'instant, à 2030, quand on voit déjà qu'au début, on devait descendre à 50% de nucléaire en 2035 et que, vu les dernières déclarations, ça ne va certainement pas se faire. Donc, on ne va pas aller au-delà de la stratégie à 2030 pour le plan de relance. Donc, la stratégie hydrogène à 2030, c'est à peu près 7 milliards d'euros qui vont être investis, dont 2 milliards d'euros d'ici à l'année prochaine. C'est pour ça que notre ministre Le Maire, la semaine dernière, je ne sais pas si vous avez entendu, a lancé un appel pour que les industriels commencent vraiment à déployer les technologies, etc. Parce qu'il faut engager cet argent-là. C'est aussi une demande de l'Europe hein, de faire ça. Ils donnent des sous, il faut les dépenser. Alors, voilà les objectifs. Et si vous regardez bien ces objectifs, il y en a deux importants, enfin c'est les deux principaux. Décarboner l'hydrogène industriel, je disais tout à l'heure, et développer un marché de masse pour l'électrolyse. C'est l'électrolyse qui est vraiment mis en avant. Si on met en avant l'électrolyse, hein, ben, très certainement, il va falloir développer soit le nucléaire, soit les énergies renouvelables. Avec un objectif en 2030 en France de 6,5 gigawatts de production d'hydrogène, ça veut dire entre 6 et 7 tranches nucléaires en termes de puissance. Et puis le deuxième objectif important, c'est développer la mobilité lourde
d'hydrogène décarboné. Donc tout ce qui est flotte captive, tout ce qui est train, tout ce qui va être électrification, par exemple, des ports, etc., etc. Il n'y a aucun développement pour la mobilité légère, pour le grand public. Ce que je trouve d'ailleurs tout à fait intelligent, parce que vu les technologies, c'est un peu trop tôt pour pouvoir le faire, à cause des coûts aussi. Donc voilà, donc c'est ça qui est imposé, et donc c'est ça qui devrait être fait dans les années qui viennent. Alors au niveau européen, donc c'est le Green Deal qui a été décliné à l'intérieur du Hydrogen Alliance. Et donc là, bon, les objectifs d'investissement cumulés, c'est entre 180 et 470 milliards d'euros d'ici 2050 sur l'hydrogène, ce qui est quand même pas rien. Avec une feuille de route qui est présentée ici, de la phase 1 de 2001 à 2024, électrolyseur pour 6 gigawatts d'hydrogène, donc ça c'est la première phase, et la phase 2 à 2030, c'est 40 gigawatts d'hydrogène renouvelable. Ils disent bien renouvelable, donc ça veut dire sans nucléaire. Et puis hydrogène intégré dans un système intégré, c'est-à-dire production, stockage, j'en parlais tout à l'heure, ces aspects stockage, distribution et usage. D'accord ? Et avec des investissements qui vont aller entre 24 et 42 milliards d'euros en fonction de l'avancement des projets. Et la phase 3, d'ici 2050, maturité des systèmes hydrogène renouvelables, et 25% de toute l'électricité renouvelable produite en Europe qui sera vers l'hydrogène, vers le stockage. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on doit être capable de pouvoir tenir, c'est ce que ça veut dire au final, un quart de l'année, si jamais il y a des problèmes, avec nos stocks d'hydrogène, pour produire notre énergie. Donc ce n'est pas des objectifs minimes, c'est vraiment des objectifs très très importants. Et vous remarquerez que la France, puisque d'ici 2030, en France, c'est entre 6 et 7 gigawatts, on est vraiment dans le cadre du plan européen. Parce que quand l'Europe dit ça, c'est la totalité des pays européens. Et même au-delà, puisque ça veut dire qu'on a 20% en fait, de la production qui sera demandée. Donc c'est important. Donc voilà, l'hydrogène dans la transition énergétique, ce que ça va devenir. Production d'hydrogène par électrolyse de l'eau principalement, mais on va quand même garder une partie certainement d'énergie fossile, notamment du méthane, du gaz naturel, avec capture et séquestration du dioxyde de carbone, du CO2 en sous-sol, production de l'hydrogène, qui pourra être envoyé directement sur un réseau de gaz et alimenter par exemple l'industrie, pour décarboner l'industrie, qui pourra être stocké sous différentes formes, soit sous pression, soit sous forme liquide ou sous forme solide, pour ensuite être distribué et être converti au sein de ce qu'on appelle une pile à combustible, où là on envoie de l'hydrogène et de l'oxygène, ça reforme de l'eau, mais ça produit l'énergie électrique en faisant ça, et pour la mobilité, pour les maisons, et voire pour aller sur le réseau électrique. Donc c'est ça vraiment, dans ce cadre-là, que l'hydrogène s'impose dans la transition énergétique. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir quand même tout ça, combien ça peut coûter, quels sont les avantages, inconvénients, etc. Comme je vous l'ai dit avant, la conversion dite thermochimique des ressources fossiles, c'est-à-dire on prend du pétrole, du gaz naturel, du charbon, on monte ça en température, en présence de vapeur d'eau et puis d'oxygène, on casse tout ça et on récupère l'hydrogène. Ce sont les méthodes, c'est l'état de l'art, c'est comme ça qu'est produit à 95% actuellement l'hydrogène industriel. Mais ces procédés, comme on l'a vu, sont très fortement émetteurs de dioxyde de carbone, de CO2. Par exemple, le reformage du gaz naturel, dans les meilleurs cas, lorsqu'on produit 1 kg d'hydrogène, on va produire entre 9 et 12 kg de CO2. Vous voyez le rendement, quoi, hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une usine à produire du CO2, plus que de l'hydrogène. C'est ce que ça veut dire. Mais bon. Par contre, c'est des techniques qui sont très très bien maîtrisées, notamment par les compagnies pétrolières, les compagnies gazières, etc. Donc le coût de production est très faible. Il est de 1,5 € par kilogramme d'H2. Alors 1,5 € par kilogramme d'hydrogène
quand on ne donne pas de coût au CO2 dégagé. Le problème, c'est qu'en ce moment, on n'a toujours pas donné le moindre coût au carbone qui est libéré dans l'atmosphère. Le jour où on va donner un vrai coût, autant dire le gros mot, le jour où on mettra en place une taxe carbone, il y a grande chance que le coût il augmente. Et il y a eu des projections qui ont montré qu'il pourrait augmenter vers 5, voire au-delà, euros du kilogramme d'hydrogène produit par ces techniques-là. Okay. Alors j'ai mis cette référence si jamais vous voulez la voir, hein, il explique tout ça. Bon, si on associe cette méthode-là à des technologies de capture de dioxyde de carbone et de séquestration, j'en ai parlé tout à l'heure, alors là, oui, d'accord, on va peut-être vers la production d'hydrogène bas carbone. Mais à ce moment-là, il y a un surcoût qui a été estimé, toujours dans cette analyse techno-économique, hein, techno-économique, pardon. Il y a un surcoût qui est associé, qui est estimé entre au moins 0,5 et 1 euro du kilogramme d'hydrogène. Donc ça veut dire que là, on va passer à 2,5 euros pour le kilogramme d'hydrogène. Et puis, appliqué au biogaz ou à la biomasse dite lignocellulosique. Alors, la biomasse lignocellulosique, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les tiges et les feuilles, c'est ce qu'on ne mange pas. Donc, les déchets de l'agriculture. Il a été montré que l'hydrogène qu'on pouvait récupérer par ces méthodes-là, les mêmes méthodes qui sont utilisées que celles pour les carbones fossiles, et conduisait à un prix de l'ordre de 2,7 euros du kilogramme. C'est-à-dire qu'en fait, à un prix équivalent à celui qu'on devrait avoir avec la capture ici. Sauf qu'ici, sans capture, on l'a dit tout à l'heure, on est dans le cycle du carbone, donc on n'a pas de rajout de CO2 supplémentaire dans l'atmosphère. Et puis si en plus, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ajoutait la capture du CO2, on a même une émission négative. Donc ça veut dire qu'on va rajouter du coût, mais après c'est le coût environnemental, le coût sociétal, le coût ce que vous voulez, qu'on peut voir derrière, qui n'est jamais compté dans ce genre de choses, et le gain que ça peut apporter. Maintenant, si on regarde les techniques d'électrolyse de l'eau qui sont envisagées actuellement, il se trouve qu'il y a une limitation très forte, c'est ce qu'on appelle la thermodynamique. C'est un gros mot, la thermodynamique, mais nous, en chimie, on est obligé de s'y tenir parce qu'elle limite nos possibilités. Et la thermodynamique nous dit qu'on ne peut pas produire d'hydrogène par électrolyse de l'eau sans fournir une énergie électrique au moins équivalente à 33 kWh par kilogramme d'hydrogène. Voilà. Et puis à 33 kWh par kilogramme d'hydrogène, en fait, vous ne produisez pas d'hydrogène, c'est ce qu'on appelle, ça se passe à une tension de cellule qu'on appelle réversible, où la réaction se passe à la même vitesse dans les deux sens, donc on ne produit pas. Donc pour produire vraiment, il faut monter à 40-50 kWh par kilogramme d'hydrogène. Si on considère un coût moyen de l'électricité en Europe, j'ai trouvé ça il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, de 0,15, alors ça varie entre 0,08 suivant les pays et 0,20, donc la moyenne est à peu près à 0,15 euros par kilowatt, eh bien on a un coût énergétique de production qui est de l'ordre de 6 à 8 euros par kilogramme d'hydrogène. Donc vous voyez, par rapport au méthane, c'est 5 fois plus cher, quoi. Et ça, c'est un des problèmes. Bon, l'objectif est de diminuer jusqu'à 2 euros du kilogramme en travaillant sur les systèmes, les catalyseurs, etc., pour avoir des vitesses de réaction plus rapides. Et je pense que c'est un objectif qui est atteignable. Évidemment, pas demain, mais d'ici à 2030, puisque l'idée, c'est ça, c'est d'ici à 2030 que ça pourra se faire. Autre aspect, c'est comment utiliser ensuite cet hydrogène. Et ça rentre aussi dans le cadre de la transition énergétique. On va voir pourquoi. L'hydrogène, je peux l'utiliser de deux manières. Soit je le brûle directement, on peut faire ça un combustible. J'envoie ça dans un moteur avec de l'oxygène, hop, je fais une étincelle, ça brûle, ça fait tourner une explosion, puis ça fait comme un moteur à explosion, quoi. D'accord ? Bon, ça a été beaucoup envisagé, cette méthode-là. Alors le problème de la voie thermique, alors c'est pareil, c'est lié à la thermodynamique, mais c'est que vous transformez de l'énergie chimique contenue dans la molécule d'hydrogène en énergie thermique, chauffant, en envoyant une étincelle. Cette énergie thermique, pof, ça va exploser, votre mélange, va se transformer en énergie mécanique, et puis éventuellement, vous mettez derrière le moteur, ou derrière le piston, ou derrière la turbine, quelque chose qui va transformer cette énergie mécanique en énergie électrique. Donc 1, 2, 3 étapes.
faut savoir que chacune des étapes n'a pas un rendement de 100%. D'accord? Donc à chaque fois, le rendement étant inférieur à 100, quand on multiplie des rendements qui sont plus petits que 100 par des rendements plus petits que 100 par des rendements plus petits que 100, à la fin, on a un rendement qui est tout minime, tout ridicule. D'accord? Vous prenez, je ne sais pas moi, un rendement de 50% fois 50% fois 50%, 0,5 fois 0,5 fois 0,5, et bien vous arrivez à quelque chose à la fin qui est du 0,125. Très bas. D'accord? Donc voilà, problème. Et puis il y a autre chose d'embêtant aussi dans ces trucs-là, c'est que cette réaction-là, transformation de l'énergie chimique en énergie thermique, se fait à des températures élevées, se fait sous air, dans un moteur à explosion où vous injectez de l'air. Et qu'est-ce qui va se passer quand vous allez faire ça? Dans l'air, il se trouve que vous avez 20% d'oxygène, 80% d'azote, température élevée, et vous allez former donc des oxydes d'azote. Les oxydes d'azote qui sont des polluants bien connus. D'accord? Donc ça, c'est problématique aussi, en thermique. En électrochimique, ce qui est vachement bien chez nous, les électrochimistes, c'est qu'on s'affranchit de tout ça. L'énergie chimique est directement transformée en énergie électrique. Et c'est encore une fois la thermo qui nous dit ça. Et donc, on n'a pas tout ça. Ce qui fait qu'on a une seule étape, ce qui nous permet d'avoir des rendements très, très, très élevés. Un rendement réversible depuis la combustible, c'est entre 83 et 97% en fonction de... Donc, c'est très, très élevé. Et puis surtout, ça, là, ça se fait à basse température. Donc, la réaction de formation d'oxyde d'azote, elle n'existe pas. Donc, c'est un système très propre dont le seul rejet est de l'eau. Ce qui est intéressant aussi en utilisation, évidemment. Donc voilà, tout ça pour vous dire, conclusion, voilà, si on couple les énergies renouvelables à un système d'électrolyse, à un système de stockage d'hydrogène, et ensuite, quand on en a besoin, à un système de conversion de l'hydrogène en énergie électrique pour la mobilité, pour les bâtiments, pour l'industrie, eh bien, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Par contre, le problème, c'est ça, l'électrolyse. Parce que quand on dit qu'on veut former 40 gigawatts d'hydrogène en 2030, il suffit de faire un petit calcul tout bête. D'accord ? 40 gigawatts d'hydrogène en 2030, c'est 10 millions de tonnes d'hydrogène formées. Bon, le calcul, c'est moi qui l'ai fait. Mais il est bon. D'accord ? 1 kg d'hydrogène, si on considère une efficacité du système de 100%, il n'est pas de 100%, donc ce que je vous dis, c'est vraiment au minimum. Hein, donc, ça consomme 9 litres d'eau. Donc 40 gigawatts, il faudra consommer 90 milliards de litres d'eau. Alors là se pose le problème de la gestion de l'eau, surtout de plus en plus. D'accord ? Okay. Donc l'idée, c'est peut-être, plutôt que de laisser ce qui se fait actuellement quand vous voyez les véhicules piles à combustible, les Mirai par exemple de chez Toyota, les bus qu'il y a à Stuttgart, et enfin il y en a d'autres ailleurs, hein, où on voit le pot d'échappement et puis l'eau qui coule, eh bien je pense qu'il serait nécessaire, et d'ailleurs beaucoup commencent à penser, qu'il serait bien de récupérer cette eau pour la réutiliser dans l'électrolyseur ensuite, de faire un vrai cycle. Alors, il y a toujours des pertes, on est d'accord, mais ça minimiserait cette pression sur l'environnement et notamment sur la quantité d'eau nécessaire à utiliser. Et puis le deuxième aspect sur lequel je voudrais attirer votre attention, c'est que malgré tout, ces technologies-là, tout bien qu'elles soient, par exemple, les éoliennes utilisent des terres rares hein, dans les aimants, les éoliennes offshore, pas terrestres, elles n'en ont pas besoin. Les électrolyseurs ou les piles à combustible utilisent des matériaux qu'on appelle métaux du groupe du platine, qui sont des métaux qui sont rares, chers, stratégiques, parce que pas répartis de manière homogène sur la planète. Le platine, par exemple, qu'on trouve dans les piles à combustible, et puis en partie dans les électrolyseurs, c'est 95% de la production, c'est l'Afrique du Sud, le reste, c'est la Russie, à peu près, un petit peu de Canada et puis des États-Unis. Mais c'est surtout que les réserves, c'est plus de 95% des réserves sont en Afrique du Sud. Un seul pays. Donc c'est quand même problématique. Voilà, en fait, ces métaux-là, vous voyez où ils sont là sur ce graphe. Ce graphe, il marque ici l'abondance en atomes des éléments. Hein. Donc ici, vous avez les éléments les plus abondants. On trouve le fer, le titane, le manganèse, l'hydrogène, qu'il y a d'ailleurs ici, etc.
Puis là, les éléments dont on a besoin dans ces systèmes-là, ben, on va trouver le platine, l'or, l'iridium, le palladium, le ruthénium, donc des éléments très 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 peu disponibles, donc très chers, et en plus très mal répartis. Donc il y a aussi ces aspects ressources minières sur lesquels il faut réfléchir beaucoup. Et c'est la raison pour laquelle je vous expliquais que ces développements de technologies, là, elles sont plus adaptées pour les mobilités lourdes et pour l'industrie, puisqu'on va stocker ces éléments-là à un endroit donné et précis, plutôt que de les disséminer dans des véhicules que tous les gens vont utiliser, parce que ce sera très difficile à récupérer. Or, un moyen de faire pour pouvoir pallier à ce problème de disponibilité, c'est de recycler au maximum. Mais on recycle mieux quand on sait où sont les choses que quand on doit aller les chercher à droite à gauche. Voilà ce que je voulais vous expliquer. J'espère que ça vous a intéressé. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, c'était très intéressant, c'était clair aussi. Donc je suppose que vous avez des questions, ou des petites précisions, des réactions. N'hésitez pas, vous avez le micro. Merci pour les premières. Oui, merci pour votre présentation, très claire. 2 points, par contre, je trouve manquent. C'est comment vous n'abordez pas la question du rendement sur les différents types d'énergie et leur coût aussi, parce que quand on voit le taux de transformation de l'eau en hydrogène et après quand on réutilise l'hydrogène pour faire l'électricité, le coût il est multiplié par rapport au prix du kilowatt actuel qui est de 7 centimes. C'est énorme, non? Par rapport aux 15 centimes que j'ai mis? Non, par rapport au coût pour produire de l'hydrogène. Ah. Il faut 33 oui. kilowatts. Oui, kilowattheure. Oui, pour récupérer 1 kilogramme d'hydrogène. Mais du coup, quand on va utiliser l'hydrogène pour faire l'électricité, ça va nous coûter super cher. Oui, parce que là, alors, le rendement, si vous voulez qu'on en parle, le rendement de l'électrolyse, il est à peu près de 70%, et le rendement de la pile, il va être à peu près de 50%. Donc le rendement global, il est de 35%. Alors, le gros problème, donc ça veut dire que si on réfléchit comme ça, bah, c'est super cher, c'est idiot d'ailleurs de faire ça, parce qu'on a que 35% de rendement électrique et on va payer donc très cher au final l'énergie électrique. Alors là, le problème, il est qu'actuellement, et c'est un truc sur lequel il faut vraiment se battre, actuellement, le prix de l'énergie électrique est basé sur le prix des composés fossiles. Le prix de l'énergie électrique est basé sur le prix du pétrole ou du gaz. Quand le pétrole et le gaz augmentent, l'énergie électrique va augmenter aussi, même s'il est produit par autre chose. Or, au départ, si on réfléchit bien, le vent et le soleil, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore gratuit. Donc normalement, l'électricité fournie, hormis l'investissement qui est fait, mais maintenant, une éolienne ou une cellule photovoltaïque, il y a 10 ans, ok, problématique, mais maintenant, ils ont des durées de vie de 30 à 40 ans, donc l'investissement, il est remboursé au bout de 15 ans. Donc ce n'est pas un problème. Mais normalement, si on se basait là-dessus, le prix de l'électricité produite par ces énergies renouvelables, s'il n'était pas indexé sur les ressources fossiles, eh bien, il serait beaucoup moins cher. Et c'est ça toute l'hypocrisie qu'il y a actuellement. Toute l'hypocrisie est là. C'est que l'énergie, le prix de l'énergie est basé sur le prix des ressources fossiles. Et ça, c'est un gros problème. Et il faut essayer de l'expliquer, parce que c'est ce qui empêche le déploiement, justement, à grande échelle de ce genre de système énergétique. Parce qu'évidemment, c'est double peine. Les gens, ils doivent investir dans ce nouveau système, et puis en plus, eh ben, ils vont vendre leur énergie à un prix qui augmente actuellement d'ailleurs, alors qu'en fait, ils ne sont pas indexés normalement, enfin, ils ne devraient pas l'être sur ces fluctuations-là. Et donc au final, si on réfléchit comme ça, on s'aperçoit que non, c'est tout bon. Bon, il y a bien un jour quelqu'un qui va trouver un moyen de nous faire payer le soleil ou le vent, hein, mais pour l'instant, non. Donc, non. Mais vous avez raison, hein, c'est un gros problème actuellement. Ouais, tout à fait. Mais c'est un problème qui est purement politique. Bah, la grande question, c'est comment on va mettre des taxes sur les... Mais c'est ça, hein, sur ce genre de système-là. Sur les énergies fossiles, on sait faire, hein, sur le pétrole, sur l'essence et tout ça, la TIPP et tout, ça fonctionne depuis longtemps. Donc si on met tout ça là-dessus, ben on récupère tout ça, hein, dans un gouvernement. Et
sont pas prêts à le faire, et je comprends, parce que vous avez vu là les discussions justement sur la baisse de la TIPP, la question elle se pose même pas, hein. On baisse de 2 centimes par litre d'essence en jouant sur la taxe, c'est 22 milliards de moins pour l'État, dans les caisses d'État, de l'État. Donc ils ne le feront pas, hein. Et c'est pareil pour les nouvelles énergies pour l'instant. Peut-être qu'un jour il y aura une autre façon de calculer, mais pour l'instant c'est basé là-dessus. Oui, oui. Je voudrais savoir quel était l'état de l'avancée de la recherche dans la production individuelle d'hydrogène. Parce que ce qu'on n'a pas dit ici, c'est que la densité de l'hydrogène est très faible. C'est-à-dire que quand on veut la stocker, on est obligé d'utiliser soit beaucoup d'énergie pour réduire sa taille, mais même là, on a besoin de réservoirs énormes pour pouvoir transporter un avion, par exemple, par rapport à du kérosène. C'est, je crois, du simple au double, si je ne me trompe pas, ou un truc. Donc, à l'échelle individuelle, est-ce qu'il y a quelque chose... Parce que les méthanisateurs, les méthaneurs, je ne sais pas comment vous dites, ça existe déjà. Est-ce qu'il y a des pistes aussi pour l'hydrogène? Le problème, c'est que les méthodes de production d'hydrogène, alors, notamment les méthodes par électrolyse, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi est-ce que actuellement les développements se sont sur les sites industriels et la mobilité lourde? C'est surtout pour ne pas disséminer les systèmes. La raison est liée au fait que les matériaux qui y a à l'intérieur des systèmes sont des matériaux qui coûtent très cher, qui sont très rares, qui sont stratégiques, donc on veut savoir où ils sont pour pouvoir les recycler. Alors un platine dans une pile à combustible par exemple, enfin, Teco tu le dis, mais c'est 99% de recyclage, hein, je dirais, il y a très peu de pertes. Mais si c'est disséminé dans plein de véhicules partout, bah, vous pouvez être sûr qu'il y en a une partie qu'on ne récupérera pas, quoi. Je pensais plus à une maison, moi. Pour les maisons, oui, ben, il y a, alors, au Japon, par exemple, vous avez un programme qui a été lancé en 2007, si je me souviens, s'appelle Eneform, bon bref. Et en fait, c'était un programme de développement de piles à combustible pour les maisons. Maintenant, il y en a... je crois que pour les PMFC, donc acide, basse température, il y en a plusieurs millions qui ont été déployés. Et là, ils s'attaquent sur des systèmes haute température. En plus, c'était intelligent ce qu'ils ont fait, parce que, pour commencer, puisque le problème, là, c'était l'alimentation en hydrogène. Les techniques pour pouvoir faire ça, et, notamment hydrogène propre, n'étaient pas trop encore développées, puisque ça a commencé maintenant, donc il y a 15 ans, hein, ce programme-là. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec les distributeurs de gaz, notamment Tokyo Gaz, donc de gaz naturel dans les réseaux. Ils ont récupéré, donc ils utilisaient ce gaz-là, ils envoyaient ça dans ce qu'on appelle un réformeur. Donc le réformeur, c'est ce que j'expliquais, qui casse la molécule de méthane, donc il va former du CO2, mais de l'hydrogène. L'hydrogène est envoyé sur une pile à combustible, et la pile à combustible permettait d'avoir l'électricité dans la maison, et si on récupère la chaleur, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle de la cogénération, récupérer la chaleur qui est dégagée lorsque les réactions se font dans le système, et puis en plus celui du réformeur, et chauffer de l'eau, et donc avoir l'eau chaude aussi. Et donc c'était, nous on a un collègue, hein, à Yokohama, on est allé avec Teco, hein, chez lui, il a ça devant chez lui, dans sa maison, il a son petit réformeur, et puis sa pile à combustible, et puis il a de l'électricité, de l'eau chaude dans sa maison. Donc ça existe, hein, c'est déployé déjà dans certains endroits. Le Japon est très, très, très en avance là-dessus. D'ailleurs, que ce soit pour le stationnaire, les maisons comme ça, ou pour la mobilité, hein. Le premier pays qui a lancé un véhicule pile à combustible en série, que vous pouvez acheter, si vous avez 85 000 € en poche, vous pouvez l'acheter, c'est Toyota avec sa Mirai. Donc, une voiture qui marche très très bien. D'ailleurs, il y a la deuxième génération qui est sortie l'an dernier. Donc, ça fonctionne déjà, quoi, ce genre de choses. Alors, 85 000 €, les gens, ça fait tout de suite... mais c'est une berline, une grosse voiture, hein, la Toyota Mirai. Et si vous voulez acheter une berline de ce type-là en batterie, bah, vous allez aller chez Tesla. Et puis là, c'est beaucoup plus cher. Ouais. Et puis surtout, une pile à combustible, dans un véhicule, c'est un système qui va avoir en dimension quelque chose comme ça, quoi, hein, pour faire 100 kW. D'accord ? Et puis vous aurez, dans la Mirai, c'est ce qu'il y a 2 réservoirs de 5 kg d'hydrogène à peu près chacun. D'accord ? Et chacun des réservoirs fait une trentaine de litres. Pas beaucoup, 30 litres. D'accord ? Et donc c'est léger. Alors que quand vous prenez une Tesla,
ben, vous avez 300 kg de batterie hein, dans votre système. Hein. C'est quoi la pression dans les réservoirs? Ah, 700 bars. 700 bars. Ça explose jamais? Ah, c'est fait pour... Alors, déjà, si, alors ça peut exploser. Hein. Alors, l'hydrogène est un combustible, comme tous les combustibles. Il brûle, il explose et tout ça. L'avantage de l'hydrogène, c'est que c'est une molécule très légère. Donc, alors, en plus, ce qui est très bien, c'est qu'à Poitiers, vous avez des spécialistes de l'hydrogène. Les pompiers de Poitiers sont spécialisés justement dans les incendies liés à l'hydrogène. Et donc, ils connaissent très bien ça. Ils ont fait d'ailleurs des rapports là-dessus. Et puis, on peut trouver sur Internet, par exemple, des exemples. Une voiture avec une bonbonne hydrogène dedans, 700 bars. On met le feu et tout. Et puis, on s'aperçoit que la flamme hydrogène, elle est à 3 mètres au-dessus de la voiture. Parce que l'hydrogène étant très léger, puis sous pression, ben en fait, ça va partir et ça brûle au-dessus. Si vous avez un gaz qui est plus lourd, méthane, il va brûler au sol. Donc, il brûle, lui, l'habitacle de la voiture, ce que ne fait pas l'hydrogène. En fait, les réservoirs d'hydrogène, ils sont travaillés de telle façon. Alors, à côté de Poitiers, à Tours, au CEA Le Ripaud, ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils sont travaillés de telle façon qu'ils ne peuvent pas exploser sur les bouts, pour des raisons de sécurité, parce que si ça fait ça, ça part comme ça. S'il y a quelqu'un qui est devant, ben, il est mort. Hein. Par contre, les points de rupture, ils sont sur la longueur. Donc s'il y a un problème de surpression, ça va éventrer sur la longueur le réservoir et l'hydrogène va donc sortir vers le haut. Et puis en fait, il n'y a pas plus de danger que sur d'autres systèmes. Le seul danger, c'est ce qu'il y avait avec le GPL, c'est qu'on ne peut pas garder un système comme ça dans un garage clos. Il faut nécessairement qu'il y ait une ventilation, au cas où il y a une fuite. Parce que le problème de l'hydrogène, c'est que son taux d'explosivité dans l'air, il est sur une gamme très très large. Le méthane, par exemple, il en faut, on va dire, entre, je n'ai pas en tête, mais disons entre 20 et puis 40%. L'hydrogène, c'est entre 2 et puis 98%. Donc voilà, c'est le gros problème. Sinon, pour le reste, il n'y a pas plus de dangerosité. D'ailleurs, la conclusion des pompiers, c'était, comme tous les combustibles, il y a un danger, puisque c'est fait pour exploser, c'est fait pour faire de l'énergie. Hein, donc, par contre, il y a aussi des solutions adaptées pour pouvoir s'assurer que les gens qui l'utilisent en toute sécurité. Ah oui, oui, oui. Alors, des algues ou des bactéries. Donc, alors là, c'est un petit peu particulier parce que pour faire produire de l'hydrogène, il faut les mettre dans des conditions de stress particulières, c'est-à-dire qu'on va les mettre ce qu'on appelle des ciels où, par exemple, il n'y a pas d'oxygène. S'il y a de l'oxygène, ils ne vont pas faire d'hydrogène. Mais des trucs ou des environnements avec des nutriments, mais leur façon de survivre, parce qu'en fait, ces bestioles-là, ce qu'elles voudront, c'est survivre, ben, ce sera de transformer les nutriments qu'on leur met, donc qui sont souvent des composés organiques, hein, de telle façon qu'ils récupèrent de l'énergie, et puis dans certaines conditions, pour récupérer cette énergie en utilisant ces nutriments, ils vont produire de l'hydrogène à côté. Et il y a, je crois que c'est à côté d'Angoulême, hein, il y a un système d'exploitation, hein, c'est une grosse colonne avec des algues, je crois que ce sont des algues dedans, et donc ils produisent de l'hydrogène hein, de cette façon. C'est pas facile parce que ce sont des êtres vivants, il faut les remplacer régulièrement, il faut vraiment pour avoir... La question après c'est le rendement, la vitesse de conversion. Et donc, si c'est pour produire quelques litres par jour, ça n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment qu'on puisse avoir une production qui soit suffisante. Donc, le problème, il est là. Le problème, il est souvent sur les vitesses de conversion, ce qu'on appelle les vitesses de conversion, la vitesse de production de cet hydrogène. Mais oui, il y a des recherches, beaucoup qui se font dessus, pour essayer de trouver les meilleurs organismes, les organismes les plus adaptés à faire ça, et puis pour essayer d'augmenter. Et puis, les meilleurs environnements pour augmenter les vitesses de production d'hydrogène. Ouais. Alors les techniques de biotech, je les connais un petit peu moins, hein. C'est ce qu'on appelle la biotechnologie en fait. Hein. Je les connais un peu moins, mais je sais qu'il y a des choses qui se font dessus, oui, tout à fait. C'est la même chose hein, pour produire du méthane en fait. Hein. Un organisme vivant, normalement, il n'est pas appelé à faire ça, à produire du méthane. C'est pas ça son objectif. Pour récupérer
le maximum d'énergie. Mais dans un digesteur, on va mettre une atmosphère particulière, un stress particulier pour que les micro-organismes fassent des réactions qui vont aller vers la production du biométhane. Sinon, ils ne le feraient pas naturellement. Il faut nécessairement les stresser pour faire ça. Et donc, quand on stresse des êtres vivants, ils ne durent pas très longtemps en général. Là, oui. Bonsoir. Déjà, j'aimerais réagir peut-être au premier interlocuteur qui en a eu. Par rapport à l'utilisation de l'hydrogène pour plus personnellement ou individuellement, j'aimerais juste partager ma pensée là-dessus. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée parce que si on rend ça si accessible, il va y avoir, comme d'habitude, un effet rebond. Le fameux effet rebond. On va davantage consommer d'énergie et puis surtout, on va mettre davantage de pression sur les matières premières. Il va y avoir encore des inégalités nord-sud. Et donc, c'est pour ça que le rendre très accessible jusqu'à l'échelle individuelle, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Après, voilà, on pourra en discuter. Oui. Oui, alors cet effet rebond, c'est un gros problème. Et c'est ce qu'on voit, c'est ce que j'ai montré dans la première diapositive quand j'expliquais qu'il n'y a jamais eu de transition énergétique. Il n'y a eu que de la superposition de différentes méthodes de produire l'énergie. Parce qu'à chaque fois qu'on développe des nouvelles méthodes de produire l'énergie, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait baisser plus ou moins le coût de l'énergie. Et donc, les gens consomment plus. Alors, c'est lié aussi au fait que la population a augmenté, que la croissance économique a augmenté, mais c'est lié aussi à cet effet rebond. Et ça, c'est un gros problème. Et c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il fallait prendre conscience que l'idée était la sobriété. C'est-à-dire ne pas utiliser l'énergie qu'il n'est pas nécessaire d'utiliser à notre niveau, à chacun, au niveau individuel, j'entends. Et oui, je suis d'accord avec vous là-dessus. C'est toujours la discussion. Alors ça, c'est une grosse discussion qui se passe, notamment au niveau du CNRS, avec les gens des sciences humaines et sociales. Comment faire pour faire accepter ce type d'idée? C'est pas simple du tout, ça. Parce que quand on parle de ça, qu'est-ce qu'on nous renvoie dans la figure en général? C'est décroissance, le gros mot. D'accord? Alors que c'est pas du tout ce qu'on veut dire. On veut dire seulement qu'on est dans un vase clos. La Terre, elle est finie. Elle a donc des ressources finies. Et donc, si on veut qu'elle dure le plus longtemps possible, il faut faire attention, c'est tout. Donc, éviter ces effets rebonds. Ah, pardon. Je dis sur l'effet rebond, oui, c'est intéressant, mais à l'échelle individuelle, ce n'est pas la consommation énergétique d'un ménage qui a le plus d'impact sur la consommation énergétique globale. On sait que c'est les transports de l'industrie ou inversement. Et on ne va pas se mettre à fabriquer des jouets en plastique parce qu'on aura une production d'hydrogène chez soi. Donc ces besoins, c'est des besoins qui sont fondamentaux, le besoin de chauffer sa nourriture ou de se chauffer soi, ou produire son électricité. Mais ce n'est pas parce que je vais produire de l'énergie que je vais me mettre à... Ou alors, il faudrait qu'on me paye pour en produire. Et là, effectivement, il peut y avoir un effet rebond. Mais c'est ce qui se passe avec le photovoltaïque. Ouais. C'est ce qui s'est passé avec le photovoltaïque. Ouais. Mais moi, je pensais vraiment à l'usage individuel, c'est-à-dire une autonomie énergétique. Alors, en fait. alors, première réponse que je vais apporter, c'est que, en fait, c'est toujours quelque chose aussi qu'il faut essayer de... Il ne faut jamais raisonner au niveau individuel. C'est-à-dire que c'est vrai que sur un ménage, peut-être pas. Mais il n'y en a pas qu'un ménage. Il y en a des millions. Donc c'est en fait l'accumulation de tout ça. Alors je n'ai pas en tête les chiffres, mais la consommation des ménages représente une part non négligeable de la consommation d'énergie en France. Il ne faut pas se cacher ça. Alors peut-être pas celle de l'industrie, certainement moins que celle du transport, mais entre les deux. Donc c'est aussi... En fait, c'est pas forcément mettre l'accent sur un type ou un type, c'est à tout le monde de faire attention. C'est à tout le monde de mettre en place des choses pour aller vers ces systèmes un peu plus sobres. Et l'industrie aussi, d'ailleurs. Bien sûr, parce qu'il y a très moyen. Un truc d'industrie ou n'importe quelle activité, on va dire, à caractère commercial ou mercantile, ou ce qu'on veut. Je veux dire, par exemple, un truc tout bête.
moi, quand je me balade le soir à Poitiers, après être allé prendre une bière, que je vois toutes ces enseignes de magasins allumées, enfin, mais c'est ridicule. Et ça devrait même être interdit. Et ça devrait même être taxé, si jamais. Ça, c'est des endroits où on peut faire beaucoup d'économies. Ça paraît rien, mais c'est parce que c'est Poitiers, mais c'est aussi toutes les autres villes. Et là, alors voilà, c'est des petits trucs comme ça qui permettent un petit peu de faire en sorte qu'on peut éviter cette surconsommation et éviter cet effet rebond. Mais oui, il existe clairement, hein, celui-ci. Mais je suis d'accord, il ne faut pas tout faire porter, je suis d'accord sur les ménages. C'est ça. Et d'ailleurs, le plan de relance, il est très aussi orienté à l'industrie. Les industriels doivent faire ce qu'il faut pour baisser leur consommation aussi énergétique. Hein. Ça, et puis, je pense qu'il y a moyen de le faire. Merci beaucoup. Alors, par conséquent, ma question, c'était sur le recyclage, justement. On a vu qu'en fait, dans tout ce qui était énergie renouvelable, on n'avait pas forcément anticipé le recyclage. Les filières sont encore en train de se construire. Je le vois par exemple pour les éoliennes avec les pales. On n'est pas du tout au point encore. Est-ce qu'avec l'industrie de l'hydrogène qui va se construire actuellement, eh bien, où ça en est en fait les réflexions? Est-ce qu'on pense déjà à un système de recyclage ou quelque chose? Ah oui, oui, non, oui, oui. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant, c'est que au fur et à mesure où les technologies se sont développées, voilà, des gens aussi apprennent de leurs erreurs. Et je suis d'accord, gros problème, les éoliennes, on ne sait pas encore recycler les pales. Et ça, il va falloir y travailler. Par contre, nous, on tombe dans le cadre où chaque fois qu'on propose quelque chose, qu'on fait un projet, on nous dit « Ah ouais, non mais on veut une ACL, une analyse de cycle de vie, là. » D'accord ? Ok, donc on va trouver. Et puis dans l'ACL, il faut expliquer comment on peut recycler, comment c'est recyclé, etc. Et combien ça va coûter, et la quantité recyclée. Et c'est ce que je disais, hein, sur une pile à combustible, les matures là, de type acide, le platine, c'est plus de 99% de récupération. Hein. Donc voilà, oui, on est obligé maintenant de le faire. C'est une obligation maintenant. Hein. Vous allez sur n'importe quel projet européen ou français à l'ANR, par exemple, obligé de faire, ou à l'ADEME, obligé d'avoir cette dimension analyse de cycle de vie et recyclage. Avec des taux, il faut montrer que ouais, ça a du sens. Oui, bonne question. Mais... Au niveau de ces systèmes-là, on est plutôt pas mal placé. Alors, en France, il y a pas mal d'entreprises qui travaillent sur ces technologies de l'hydrogène. Et depuis longtemps, on pourrait parler d'Elion, on pourrait parler d'Air Liquide, de Michelin, Symbio Fuel Cell, MyTech. Alors, je peux vous montrer, hein, justement, j'avais quelques petits slides là-dessus, parce que c'est souvent des questions qu'on pose. Alors ça, c'est les centres de recherche. Mais regardez au niveau... Alors ça, c'est les acteurs européens, les acteurs industriels européens qui sont engagés dans le développement de l'hydrogène. Et ce que j'ai entouré en rouge, alors il n'y a pas tout, c'est ceux que j'ai trouvés, parce qu'il y en a beaucoup, donc j'ai cherché vite fait. Et donc vous voyez Areva, Air Liquide, Alstom, Airbus, Alstom, quand même, c'est les seuls constructeurs de trains hydrogène au monde. Des trains qui fonctionnent, ils tournent en Allemagne. Mais ils ne tournent pas en France encore. C'est une ineptie quand même. Hein. Enfin, il y a des choses des fois... Bref, Aperam, Forestia, EDF, Michelin, Safran, Symbio, enfin il y en a plein, Hydrogénix, Engie, Elion. Non, au niveau en France, au niveau industriel, sur les technologies de l'hydrogène, et ça fait longtemps, non, on est plutôt bon. Même les Allemands hein, nous envient là-dessus, quoi, au niveau des technologies hydrogène. Non, pour une fois. Non. SNCF, hein, évidemment, puisque en fait, SNCF veut développer avec les régions, et notamment la région Nouvelle-Aquitaine, sur les TER, des systèmes électriques, batteries ou hydrogène, plutôt hydrogène, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte, à cause du poids des batteries, que c'est un peu embêtant, alors que l'hydrogène est tout à fait adapté sur des distances de l'ordre de 200-300 km. Il se trouve que la région Nouvelle-Aquitaine, elle fait la moitié de la France en longueur, hein, si vous regardez. Donc, voilà, l'hydrogène pourrait être adapté
pour ce genre de train. Parce qu'il y a une partie des trains encore sur la région Nouvelle-Aquitaine qui sont diesel en TER, qui ne sont pas électrifiés. Donc ce sera un moyen de pouvoir électrifier ces parties-là. Donc voilà, non, il y a du monde. Et puis il y en a que j'ai certainement raté, parce qu'il y en a tellement que je n'ai pas tout regardé. Oh, pardon. Ouais, ce sera en thermique au début. Ouais, ouais. Non. Alors, ouais, dans un premier temps. Dans un premier temps, parce que, et je les comprends, même moi, je voudrais qu'on démontre quand même la fiabilité de ces systèmes-là sur le plancher des vaches, par exemple les trains. Et puis une fois que la fiabilité est vraiment démontrée, mettre ça en propulsion pour les avions, notamment les avions où il y a plein de gens dedans. Alors il existe déjà des petits avions qui fonctionnent avec des piles à combustible, des petits avions un peu plus gros que les ULM, qui tournent. Mais dans un premier temps, ce sera de l'hydrogène utilisé dans des moteurs thermiques, ou dans des réacteurs, pour pouvoir faire avancer. Par contre, l'intérêt que les avionneurs portent à l'hydrogène, c'est à l'intérieur, c'est-à-dire pour utiliser tout ce qui est... Faut que je recule peut-être. Pardon. Pour utiliser, pour pouvoir produire de l'énergie, pour faire le chaud et le froid, par exemple pour les plateaux repas, pour les boissons et tout ça. Là, les piles à combustible sont super intéressantes pour eux. D'abord parce que c'est moins lourd que les systèmes qui existent déjà. Et deuxièmement, c'est parce que l'idée, c'est d'utiliser l'air qu'il y a dans la cabine pour faire fonctionner la pile à combustible et faire baisser le taux d'oxygène des 20% qu'il y a dans l'air normal qu'on respire à 10%. Et en produisant de l'énergie électrique, donc pour les systèmes de refroidissement et de chauffage dont ils ont besoin. Et après, ce qui va être évacué de la pile, c'est de l'envoyer dans les réservoirs, dans les ailes notamment, pour inerter. Parce que vous savez qu'actuellement, dans les avions, le kérosène, il est dans les ailes. Les réservoirs, c'est les ailes, et puis il y en a aussi dessous. Mais quand le kérosène est consommé, il y a une dépression qui se crée, évidemment, parce qu'il y a du vide. Donc, il y a besoin d'avoir des bouteilles d'azote à l'intérieur de l'avion, donc c'est lourd, pour pouvoir envoyer dans les ailes et remplacer le kérosène qui a été consommé et garder la pression qu'il faut. Par contre, avec ce système-là, il n'y a plus besoin de le faire. On envoie ça, et en fait, il a été démontré, moi j'ai travaillé sur un projet là-dessus avec Safran, il a été démontré que lorsqu'on diminue la quantité d'oxygène à 10% dans l'air, eh bien, il n'y avait pas de risque d'explosion avec le kérosène. Et donc, c'était une façon d'inerter aussi les ailes. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui leur permet de produire l'énergie électrique à l'intérieur de l'avion, pas en propulsion, j'entends, pour ce qui est nécessaire à l'intérieur de l'avion, et qui en plus évitait d'avoir à mettre dans l'avion des bonbonnes d'azote lourdes, etc., etc., etc. Et donc, c'est des systèmes qui les intéressent dans les avions pour ça. Par contre, en propulsion, s'ils utilisent, ce sera en thermique dans un premier temps. Ce sera nécessairement en thermique. Non. En thermique, il y aura, comme je l'ai dit, ça va réagir avec de l'oxygène, ça va former de l'eau. Ça va exploser avec de l'oxygène dans les moteurs. Ça va former de l'eau. Et des oxydes d'azote, puisqu'il y a quand même de l'azote qui dans l'air. Et puis, ça se passera à haute température. Donc, il y aura un peu d'oxydes d'azote qui vont être formés. Mais ce sera tout. Comparé à un moteur à explosion à essence ou à kérosène, là où vous avez du CO2 qui est formé en plus de tout ça. Parce qu'il y a aussi les oxydes d'azote et le reste. De fabrication des éoliennes, des panneaux photovoltaïques dans la production de CO2.
C'est uniquement en fonctionnement. Ouais, c'est souvent en Non, fonctionnement. ouais, pour l'instant, c'est seulement en fonctionnement. En parce qu'en général, fait, c'est en fonctionnement. c'est décorrélé. On va calculer le prix de l'énergie électrique fabriquée par les éoliennes ou les cellules photovoltaïques, de l'énergie électrique, on va lui donner un prix. Et après, on va donner un prix sur la production d'hydrogène, le stockage et l'utilisation derrière. On va décorréler les deux, en fait. C'est très difficile de faire quelque chose actuellement de concret là-dessus parce que le système intégré n'existe pas encore. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Le système intégré, c'est 2035 qui est visé. C'est-à-dire le système, les énergies renouvelables, l'électrolyse, production d'hydrogène, le stockage, parce que c'est surtout ça qui est problématique. Là, c'est le stockage et ensuite l'utilisation. Donc faire le coût intégré, il n'est pas facile actuellement, parce qu'on ne sait pas encore quelles sont les technologies, notamment de stockage, qui vont être utilisées. Justement, sur le stockage, je voulais savoir s'il y a eu des progrès, parce que je sais que c'était très difficile à faire pour stocker l'hydrogène. Enfin, c'est un des gros problèmes. Alors, le stockage de l'hydrogène, ça fait longtemps qu'on sait faire. Hein. Par exemple, vous avez utilisé dans votre jeune temps les premiers téléphones portables qui sont sortis dans les années 90. Dedans, c'était quoi qu'il y avait? Une batterie, nickel, métal-hydrure, stockage d'hydrogène. Ben oui, d'accord. Et ça fonctionnait très bien. Bon, ça a été remplacé par des batteries lithium, c'était un peu lourd, et puis ça ne durait pas très longtemps, mais ça fonctionnait. Donc c'est des méthodes qu'on connaît très très bien, le stockage sous forme solide par exemple. Oui. Mais l'hydrogène gazeux? Voilà. Alors après, le problème du stockage sous forme solide, c'est que vous allez stocker, on va stocker, on va dire, dans les meilleures hydrures, les aminoboranes, c'est du 14%, je crois, 14% d'hydrogène. Et puis dans les métaux, on est à 5% au maximum, quoi. 4-5%. Donc c'est lourd, donc c'est des stockages lourds. Donc c'est bien pour le stationnaire par contre, parce qu'on s'en fout. On met un truc là qui fait 2 tonnes, on met, et qui va contenir... Non mais c'est ça, 100 kg d'hydrogène, c'est bon, quoi. On s'en fout, il ne bouge pas. Et puis c'est durable. Par contre, oui, pour la mobilité et tout, c'est un peu plus embêtant, parce qu'on tombe sur le problème des batteries. Donc là, c'est pour ça que là, il faut le mettre sous pression, ou liquide. Alors sous pression, faut monter, c'est ce que veulent les constructeurs, ils veulent 700 bars sous pression. Ça veut dire que votre station, elle, doit avoir de l'hydrogène à 1000 bars. D'accord? Parce qu'il faut un différentiel d'hydrogène pour pouvoir remplir les réservoirs. D'accord? Donc oui, là c'est un peu plus compliqué les technologies, mais on a la chance en France d'avoir une entreprise qui est mondialement connue, l'Air Liquide, qui sait très bien faire ce genre de choses et qui travaille sur des systèmes gaz sous pression depuis des années et qui est d'ailleurs très fort dans ce domaine-là. Donc c'est pas un problème. C'est pas trop la pression qui est un problème. Ce qui est un problème, c'est le réservoir lui-même. Parce que l'hydrogène, c'est une molécule toute petite, toute petite, et qui diffuse partout, et qui diffuse aussi dans les métaux. Donc qui peut fragiliser les métaux. Donc les réservoirs ne peuvent pas être métalliques. Donc les réservoirs sont des réservoirs en composite, fibre de carbone avec un polymère, avec à l'intérieur un liner particulier qui lui est complètement imperméable à l'hydrogène et tout. Et donc ces réservoirs sont un petit peu chers encore. Tout à fait. Et puis la troisième façon de le stocker, c'est liquide. Mais liquide, il faut avoir des systèmes qui descendent donc à 21 Kelvin, donc moins 253 degrés Celsius. Ça demande de l'énergie. Oui, mais ma question c'est, est-ce que la technologie des piles à combustible est mature? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut attendre des progrès, en particulier pour s'affranchir du platine, ou d'en mettre moins, ou d'avoir des matériaux moins chers? Alors, première question, oui, les technologies piles à combustible sont matures. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je parlais de la Toyota Mirai. Il y en a d'autres. Hein. Il y a la Hyundai FCXi aussi qui se vend. Il y a la Clarity, la Honda, qui marche à pile à combustible. Renault a sorti une Kangoo qu'on peut acheter, hein, et un Master. Alors Renault a choisi des utilitaires. Alors ils ont choisi la Mirai et puis les autres véhicules. C'est une grosse pile à combustible, à peu près 100 kW, et puis une batterie hybridée avec une batterie de 10 kW. Toujours des hybrides électriques, hein, d'ailleurs, ces systèmes-là. Par contre, Renault a choisi l'inverse.
une grosse batterie de 50-60 kW et une petite pile de 5-10 kW. En fait, parce que les choix sont différents. Pour les voitures de type Hyundai et tout ça, c'est pour avoir beaucoup d'autonomie, faire 650 km sans problème. Et puis, la batterie, elle sert quand on y a un appel de puissance pour pouvoir aller plus vite et doubler rapidement. Alors que Renault, qui s'est orienté vers les utilitaires, les utilitaires, c'est en général pour des artisans qui travaillent dans des zones voilà, pas très très loin, donc c'est pas beaucoup d'autonomie, mais voilà. Et donc ça leur sert seulement de range extender, la pile à combustible. Mais ça permet, par exemple, si on a, moi j'ai vu la Kangoo, avec sa batterie, 250 km d'autonomie, et puis avec la petite pile à combustible qui fait 5 kW dessus, eh ben, on double, on va à 500. Donc c'est bien. Pour l'utilitaire, c'est quelque chose qui peut être intéressant. Donc voilà, c'est des technologies qui sont matures. On en parlait avec le projet au Japon et Enefarm, avec ces piles qui sont devant les maisons. Eh ben, ça fonctionne. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que les durées de vie qui avaient été imposées pour la mobilité légère, c'était de l'ordre de entre 6 et 8 000 heures de fonctionnement. Bon, ça les tient. Et puis pour le stationnaire, c'est de l'ordre de 50-60 000 heures. C'est pareil, ça les tient. Donc c'est mature. Par contre, comme je disais, les matériaux qui sont dedans sont très chers. Alors là, oui. Là, il y a beaucoup de travaux qui se font. Il faut qu'on remplace le platine, et pas seulement. Il faut qu'on remplace aussi d'autres parties dedans, notamment ce qu'on appelle l'électrolyte, qui est un matériau qui est très difficile à faire, dont la chimie est très, très polluante et très compliquée. Et donc oui, il y a beaucoup de travaux à faire dessus, mais voilà, ça avance, il y a des choses, il y a des idées, il y a des... Après, c'est pareil, il va falloir discuter aussi des usages. C'est-à-dire que quand on veut changer des matériaux dans un système, on va nécessairement toucher aussi à ses performances, ses réponses, etc. Donc il va falloir aussi que les gens s'habituent à de nouveaux usages. Mais oui, tout à fait. Il y a beaucoup de travaux qui se font dessus. Nous, notamment, à Poitiers, à l'ICE de l'ENP, on travaille beaucoup sur des catalyseurs sans platine pour ce genre de système. Tout à fait. Et il y a des idées, il y a des choses qui fonctionnent. Il faut améliorer les durées de vie, les durabilités, un peu les performances, mais il y a des pistes à faire. C'est pour ça que je disais que les premiers systèmes qui utilisent ces matériaux, disons plutôt critiques ou stratégiques, vaut mieux qu'ils soient dans des systèmes plutôt gros et localisés, plutôt que disséminés partout, alors que justement les deuxième, troisième générations de piles à combustible qui sont visées, ceux-là seront beaucoup plus pour le grand public. Enfin, au moins c'est l'objectif. Oui, je voulais faire remarquer que le moteur thermique 4 temps, il y a longtemps qu'on sait le faire fonctionner à l'hydrogène. Et ici à Poitiers, dès 1976, il y a le garage Barrault qui a fait une magnifique démonstration en présence de M. Centraux, à l'époque, qui était juste maire. Voilà, il y a beaucoup. Ça pose pas de problème particulier de convertir un moteur à essence à carburateur en adaptant tout simplement un détendeur. Il suffit d'amener le gaz. Je voudrais aussi dire quand même, tu n'en as pas parlé, qu'il y a le premier vélo à hydrogène qui est français, fabriqué au Pays Basque. Oui, je sais pas de mal, oui. Et qui est en expérimentation sur les bords de Loire. Voilà. Et puis, la question, là, on sait que l'activité humaine, elle est responsable quand même du dérèglement climatique, ou du moins elle le renforce. Avec les gaz à effet de serre, on a aussi à une époque beaucoup parlé du trou d'ozone. Est-ce que l'hydrogène, s'il venait, celui qu'on va fabriquer, s'il venait à se libérer en masse, est-ce qu'il y a des dangers particuliers? Est-ce que ça peut avoir un effet sur le climat? Voilà. Ou est-ce qu'il va se dispatcher comme ça, sans rien? En conséquence. Juste 2 secondes, je vais juste montrer un petit truc. Je ne sais pas sur cette présentation si... je ne peux pas parce que... Alors, l'hydrogène, c'est un gaz dans lequel, déjà, on ne peut pas respirer. Les endroits où il y a, par exemple, de l'hydrogène natif, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas de vie. Tout simplement. Vous prenez un petit avion, vous allez au-dessus, par exemple, de l'Amazonie, il y a, vous allez trouver des rondes sorcières.
Alors au début, les gens disaient ils ont encore déforesté n'importe comment. Pas du tout. Ces rondes sorcières correspondent à des endroits où il y a des gisements d'hydrogène natif. Et là où il y a l'hydrogène natif, il n'y a pas de vie. Déjà, c'est une réponse. Hein. Maintenant, est-ce que ça peut avoir un effet? Alors ça, c'est quelque chose à laquelle je ne peux pas répondre parce qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites dessus. L'hydrogène, comme je disais tout à l'heure, c'est une molécule réductrice. Et on est dans un environnement oxydant. Donc nécessairement, il va réagir assez rapidement avec ce qui l'entoure. Donc la question, c'est quelle quantité d'hydrogène risque d'être larguée dans cette économie de l'hydrogène qu'on voudrait mettre en place. Je n'ai pas de réponse là-dessus. Mais certainement, il faudra y faire attention. Et surtout, il faudra mettre en place... De toute façon, l'idée, déjà, c'est d'éviter qu'on en perde, hein, puisqu'on a vu, hein, pour le produire, ça va coûter quand même aussi de l'énergie, aussi des choses, des matériaux et tout ça. Donc l'objectif, c'est d'en perdre le moins possible. Très certainement, il y aura de toute façon des pertes, mais je pense qu'actuellement, personne n'est en mesure de vraiment me dire quelles pourront être les conséquences derrière. C'est une bonne question, sans réponse pour l'instant. Mais... Alors, je vois plus de doigts, pas de questions. Ah, Sam. J'avais l'impression, en écoutant la présentation, que l'hydrogène était une solution de stockage pour les énergies renouvelables qui ne sont pas permanentes. Est-ce que ça, c'est jouable ou pas du tout? Et dans quelles circonstances on sera en mesure de le mettre en place rapidement? Alors, non seulement c'est jouable, mais c'est inévitable. Si on veut vraiment sortir ou récupérer le maximum des possibilités de ces systèmes d'énergie renouvelable, éolien, solaire, si vous voulez, alors il n'y a pas d'autre choix que de stocker cette énergie-là sous une forme ou sous une autre. Comme je le disais, si c'est pour le court terme, ce qui est le mieux adapté, c'est les batteries. Et puis pas forcément des batteries lithium, hein, des batteries simples, hein, nickel-zinc, hein, c'est moins cher, et puis ça tient une semaine hein, pour stocker l'énergie. Au-delà, non, mais au moins ça tiendra ça. Si on veut stocker de manière saisonnière cette énergie, c'est-à-dire récupérer le maximum d'énergie l'été avec le vent et le soleil, et puis l'utiliser l'hiver quand on en a besoin, il faut passer par un système chimique de type hydrogène. Pour moi, il n'y a pas d'autre choix. C'est la seule possibilité. Sinon, eh bien, on fait ce qu'on fait actuellement, c'est-à-dire qu'on arrête de faire tourner les éoliennes, okay, ou on coupe le circuit électrique qui provient des cellules photovoltaïques. Puis après, il y a des gens qui disent ouais, on dépense plein d'argent alors qu'on récupère que 20% de l'énergie. Ben oui, parce que le reste du temps... Ou alors on les laisse tourner, c'est ce qui s'est fait pendant un temps. Hein. Et puis on envoyait le surplus d'énergie sur des volants d'inertie. Donc des trucs qui étaient juste faits là pour dissiper l'énergie. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc il faut le stocker, et le stockage sous forme d'hydrogène. Moi, je ne vois pas d'autre solution en termes de stockage simple. Donc pour moi, c'est inéluctable. Oui, mais c'est ce qui se fait avec l'hydroélectricité. Oui, c'est aussi des moyens qui... Alors, ce que je veux dire, c'est que mon idée n'est pas de dire que c'est la seule solution. Hein, j'insiste là-dessus. C'est une solution. De toute façon, il va falloir faire un mix. Il va falloir trouver toutes les solutions possibles, les mettre bout à bout, mais qui consomment le moins de carbone possible derrière. C'est ça l'idée. Et donc, il y en a plein qui peuvent être bonnes. Hein. C'est pour ça que je n'oppose pas pile à combustible et batterie. Les deux sont complémentaires. Je n'oppose pas non plus l'hydroélectricité ou tout ce qui peut être gravimétrique ou toute autre méthode, les récupérations de chaleur fatale. Ben, dès lors qu'on fait une activité humaine, l'industrie, eh ben, il y a beaucoup de chaleur qui est dégagée. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les fenêtres, parce qu'il fait trop chaud, c'est tout. Mais cette chaleur-là, si on peut la récupérer, on peut l'utiliser, c'est de l'énergie, on peut l'utiliser pour faire autre chose. Et il y a beaucoup de travaux qui se font aussi dessus. Alors, chaleur fatale, mais hydrogène fatal aussi, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'industries.
Eh bien, quand on fait des choses, il y a du dégagement d'hydrogène dans les réactions, et puis on le laisse partir. Les procédés, par exemple, leur soude typique, ce sont des procédés de chez Solvay qui sont connus depuis très longtemps. On fabrique des produits, donc du chlore d'un côté, de la soude de l'autre, puis plein d'hydrogène qui est dégagé, puis c'est pareil, on ouvre la fenêtre pour que ça parte. Voilà, donc c'est des endroits où on peut récupérer. Il y a plein de choses. Il y a plein de travaux. Alors ça porte un nom, ça s'appelle l'énergie harvesting, c'est-à-dire la récolte d'énergie. Partout on peut récupérer des petits trucs d'énergie, et quand on les met ensemble, on a un gros pôle d'énergie qui est possible. Donc il y a beaucoup de choses. C'est pour ça que je parlais de la cellule énergie, parce que la cellule énergie, son rôle, c'est justement d'aller chercher tous ces aspects-là, de mettre les gens en relation et de regarder comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mettre en place des systèmes qui permettent de récupérer le maximum d'énergie, ou au moins d'en perdre le minimum possible sur toutes les technologies qui existent. C'est l'objectif, en fait. Mais vous avez raison, il y a plein de choses à faire. Et surtout, pas opposer les technologies. Elles sont complémentaires, parce qu'elles ne s'appliquent pas toutes au même endroit, nécessairement. Oui, c'est par rapport aux énergies intermittentes, du coup. Vous dites qu'il faut, par exemple, stopper les éoliennes quand elles produisent trop par rapport à la consommation dans le pays, par exemple. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de transférer cette énergie à un pays voisin? Par exemple, je ne sais pas, par exemple, je sais pas, la nuit en France, et il peut faire jour, Ouais. je ne sais pas, à un autre endroit dans le monde, transférer cette énergie au lieu d'éteindre. Alors, ça, c'est une excellente remarque. Ça se fait déjà au niveau européen. Le réseau électrique n'est plus français, il est européen. C'est-à-dire que parfois, nous en France, on ne produit pas suffisamment, malgré nos centrales nucléaires, dans certaines conditions. Donc on va récupérer de l'énergie éolienne qui vient d'Espagne, du Portugal ou du Danemark. Et puis de temps en temps, c'est l'Allemagne qui a un problème. Plutôt que de leur lancer 2 ou 3 centrales à charbon, on va leur envoyer de l'énergie nucléaire ou, je sais pas moi, les Italiens de l'énergie marine, enfin bref. Au niveau européen, déjà, le réseau de distribution, il est généralisé. Il est d'une complexité incroyable. Et c'est pour ça que c'est très difficile, qu'on arrête les éoliennes et tout, parce qu'il y a des fois, le réseau est en surcharge. Et c'est très compliqué. Alors imaginez-vous un réseau encore à plus grande échelle. Alors ça peut se faire, mais ça, c'est du travail de tous les gens qui utilisent les techniques d'intelligence artificielle, de gestion de big data, parce qu'il y en a de la donnée qui va y aller. Et donc, on n'a pas encore les systèmes qui permettent de pouvoir gérer à un niveau aussi important que la planète. Au niveau européen, ça se fait, et encore des fois, c'est limite, mais au-delà, il faut... Parce qu'en fait, pour faire ça, il faut développer toute l'infrastructure autour et toute la gestion de données qui va aller dessus. Et vous savez combien d'énergie ça consomme aussi, ce genre de choses? L'intelligence artificielle et la big data, c'est énorme. Mais bon, ce serait bien d'éviter de perdre. Mais compliqué. Merci. Je crois qu'il n'y a plus de questions. Écoutez, merci beaucoup, Monsieur Coutenceau. Merci. Je vous donne rendez-vous donc le 30 novembre. Gardez les questions pour le 30 novembre. Bonne soirée. À bientôt. Merci.